Le parcours de mon ami éditeur. Salut, c'est Sandra Alessier. Et Bruno Femme des éditions Akata. Et aujourd'hui, c'est une vidéo sur ton parcours d'éditeur. Yes, allons-y. Mais avant ça, on va faire une interview de Rosalis pour parler shoujo manga et comment elle a découvert le shoujo manga. Donc après avoir vu cette vidéo, courez sur la chaîne YouTube d'Akata. Alors du coup, au sommaire, on va parcourir un peu chronologiquement. Il y a nos années lycée, ensuite nos années universitaires, là où tu commences à arriver aux éditions Akata, et puis ce qui est devenu Akata jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est parti, nous commençons le récit quand nous étions encore ados. J'avais sorti mon premier fanzine, où ça. Et en fait, comment on s'est rencontrés? On a trouvé à l'époque à Angers, j'habitais à Angers, et où ça était en vente à la librairie boutique de jeux vidéo où j'allais. On l'avait trouvé, et ça parlait de Sailor Moon, j'aimais bien Sailor Moon, on l'avait acheté avec un de mes amis qui s'appelle François, et puis on était devenus clients, et on s'était assez vite contactés. À cette époque-là, donc du coup, on était en fin de lycée, chacun, ouais. On n'avait pas encore passé le bac, et où est-ce que tu t'imaginais, toi? Tu pensais faire quoi plus tard? Moi, dans mon fantasme pur, de toute façon, j'étais un lecteur de manga, et ouais, on a toujours le fantasme de travailler dans ce qu'on aime, et j'avais envie de travailler dans le manga. En même temps, j'aimais bien l'école, en fait, ouais. Et j'aimais bien toutes les matières, et puis de fait, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais quand on a des bonnes notes à l'école, on a tendance à nous envoyer en filière S. Ouais. Donc j'étais parti en filière S, un peu en mode automatique. Et donc on a passé le bac chacun, et puis je t'ai poussé à faire ton premier fanzine. Ça, on a fait le fanzine, on était encore au lycée justement. Et c'est quand même intéressant parce que j'étais en terminale. On a lancé le fanzine avec François du coup, qui était un fanzine d'articles, on parlait de la culture japonaise, des mangas qu'on aimait bien, on faisait des grosses analyses. Des dossiers, on a tout appris sur le tas, comme ça on a appris à faire de la maquette, d'abord avec Word, c'était hardcore parce que Word c'est pas un logiciel de maquette, c'était l'angoisse, dès qu'on bougeait une image, on bougeait tous les textes, on mettait enfin c'était pas des logiciels de mise en page, mais on a appris comme ça, on a appris aussi à utiliser des logiciels comme Photoshop à l'époque, justement, pour faire des couvertures, des découpages d'images et tout ça. C'était une autre époque, on n'avait pas encore tous les logiciels n'étaient pas connus, il n'y avait pas internet, moi j'avais pas internet chez moi, quand j'étais au lycée j'avais pas internet. Ça paraît incroyable. Et j'allais squatter chez François quand on avait besoin de faire des mails ou des recherches. À l'époque, on se téléphonait, on écrivait des courriers. On écrivait des courriers, c'est vrai, on faisait des longs courriers. Papier à la main et tout, on sait plus écrire aujourd'hui. Les débuts de la publication amateur. J'étais en terminale. Je me souviens que j'avais été voir mon conseiller d'orientation. Je dis, moi je dois travailler dans le manga. Il me regarde, il lève le sourcil, vous voulez travailler dans la mangue, dans les mangues? C'était pas encore hyper connu à l'époque. Et je dis non, les mangas, les bandes dessinées japonaises. Et là, il me dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans la bande dessinée, le livre et tout. Et puis il regarde mon bulletin de notes. Mais vous avez des bonnes notes et tout ça, il faut aller faire une prépa. Ce qui était aberrant en fait, parce qu'on venait de se lancer à fond dans l'associatif et je passais ma vie à créer plein de fanzines, on avait plein de projets et c'était aberrant de m'envoyer dans une prépa. Le résultat, je suis arrivé en prépa et au bout d'une semaine j'ai fait mais c'est quoi ça? D'abord c'est quoi les rapports humains là-dedans? Pour moi c'était un truc d'extraterrestre et je me suis barré et je suis parti à la fac, je me suis réinscrit à la fac pour faire en mode automatique en filière de physique-chimie à la fac quoi. Et qu'à côté je faisais beaucoup d'associatifs. On avait rejoint une autre association qui s'appelait Nihonjin Café qui faisait aussi un site web, qui était un des premiers gros sites web sur la culture japonaise. Et voilà, on faisait plein de choses, on bougeait en festival, on était monté à Japan Expo avec nos cartons. Ça, c'est le numéro 0 de Nozomi, mais à l'intérieur, il n'y a pas que du texte. Il y a les aventures du jeune français qui correspondent donc à ton premier voyage au Japon. Oui. Et du coup, les découvertes culturelles... Mais si, attends, c'est le moment où tu découvres les toilettes japonaises et puis il se passe plein de choses et tout. Et c'est quand même ce qui nous a amené à faire des fanzines en commun tous les deux, par exemple. Alors ça, c'est Mizono, c'est un fanzine BD, dont c'est moi qui fais la couverture. Et du coup, on a exposé tous les deux en convention à Epita en 2001, à Paris. Ça, c'est ton fanzine, et j'ai participé au tien. Et ça, c'est mon fanzine, et t'as participé au mien. Ouais. Bon, je participais... Mais c'est sympa, on a inauguré le concept de BD à 4 mains. Chaque planche, on passait l'un par-dessus l'autre. Mais bon, c'est marrant, mais ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de notre histoire, c'est vrai. Après, je ne prétends pas savoir dessiner aujourd'hui. C'était des trucs d'adolescents. Non, c'est bien. Et c'était marrant, on s'amusait bien en tout cas. Après le bac, donc moi j'avais une année de plus que toi. Ce qui fait que moi j'étais déjà à la fac, j'étais en fac de sciences moi aussi d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on faisait en sciences? Mais en fait, d'abord, c'est un peu, on est d'origine asiatique, donc on est censé être des bons élèves, donc ils nous envoient dans les filières où il y a des bons élèves, et donc les filières scientifiques.
Il y a un côté comme ça. Hein. Alors on arrive aux environs de 2003 et du coup justement Internet explose. Moi j'avais fait mon site web et puis toi t'avais le site web Nozomi, Nihonjin Café tu participais. Et puis vient le moment où tu postules pour le site web Akata. Ouais, alors là j'étais en 4e année à la fac en maîtrise de physique-chimie, plutôt option chimie. Akata, en tant que lecteur de manga, je voyais bien la ligne éditoriale, ça m'intriguait, ça m'intéressait. Et j'avais déjà interviewé pour mon fanzine Sae Sibo, qui avait participé à la création de l'aventure Akata. Je l'avais interviewé au festival Harajuku qui se passait dans Paris. Oui, et c'est là que je l'avais... Bercy Village. Ouais, à Bercy Village. Puis un jour, ils ont eu besoin de quelqu'un pour le site web, pour l'aspect technique du site web. Ouais, ça m'a étonné justement que tu postules alors qu'en technique informatique, c'était pas trop ton truc. Non, mais en fait, j'ai toujours appris sur le tas. Ça veut dire que déjà au lycée, j'apprenais le japonais tout seul par correspondance. J'avais une formation scientifique. C'est pas terrorisant, quoi, la programmation. Dans ma filière physique-chimie, j'apprenais juste à coder en Pascal. Ah oui. Ouais, du vieux Pascal, quoi. Mais c'est vraiment les vieux langages. Je pense que les gens sur YouTube, là, si vous êtes assez jeune, vous savez même pas ce que c'est. Bah non, mais même il y a plein de gens à l'époque qui savaient pas ce que c'était le Pascal. Mais du coup, c'est marrant parce que, après, j'avais quand même, du coup, comme on faisait le fanzine, on avait plein d'amis qui travaillaient avec nous. J'avais plein d'amis dans l'informatique et y compris un ami qui avait développé notre site web. Il s'appelle Mathieu. Et nos amis, on avait un des premiers sites web ultra dynamiques en PHP avec des formulaires c'est et vrai. tout. Donc ça, je savais vachement utiliser en tant qu'utilisateur et je savais la logique derrière la gestion de base de données, derrière la gestion de back-office, tout ça. Et à l'époque, c'était pas les Internet comme aujourd'hui. Et du coup, je lui ai dit, écoute, j'ai postulé pour l'aspect technique en me disant, si je suis pris, j'apprendrai parce que c'est que un nouveau langage à apprendre. Et puis j'ai un pote qui pourra m'aider, donc j'achèterai un gros bouquin de PHP, je lirai et puis j'apprendrai à coder, quoi. Et donc c'était un peu du bluff, quoi. Et en fait, au culot. Au culot. Et ils m'ont répondu non, mais désolé, on a trouvé quelqu'un pour l'aspect technique. Mais par contre, on aimerait bien que vous vous occupiez de tout le contenu du site. Parce que vous avez c'est top. Et ils ont dit mais on espère que vous voudrez bien. Et là, je fais oui, ça m'arrange parce que mon point fort, c'était surtout tout l'aspect éditorial, l'aspect écrire des articles, faire des analyses et remplir de contenu, en fait. Donc, en fait, c'était parfait et c'est de ça que. Comme ça, j'ai rencontré les gens d'Akata. Les premières œuvres que tu as pu porter, qu'est-ce que c'est ? J'avais découvert en allemand Subaru, l'histoire de la petite fille qui va faire de la danse. Et ça avait été pour moi ça une très très grosse claque, quoi. Ouais. Et du coup, j'avais fait du gros ça, tu l'as suggéré, tu l'as proposé. Alors, je l'ai proposé. Alors, il s'avère qu'il l'avait déjà dans leurs étagères parce que dans l'étagère, il y avait plein de choses. J'en ai jamais trop reparlé en détail, mais je pense que ça a influencé. Parce que chez Akata, le processus de choix a toujours été très collégial par l'échange et le dialogue entre beaucoup de personnes. Ouais. Et ça a dû participer au dynamisme. Mais du coup, comme je l'ai rencontré à la fin de ma maîtrise de physique-chimie, je me suis dit, c'est bon, maintenant j'ai ma porte d'entrée dans le manga. T'étais en pleine action, t'étais presque en train de te rediriger. Je me redirigeais parce que j'ai fait un DESS, Management des entreprises japonaises. Normalement, un DESS, aujourd'hui, ça correspond au Master 2. Et en fait, normalement, un DESS, c'était en 1 an. Et du coup, là, c'était un DESS un peu particulier en 2 ans. Et il y avait une année en France, une année au Japon. Après mon année en France, je suis parti 1 an au Japon. Et pour avoir le diplôme, il fallait faire 6 mois de cours de langue dans une école de japonais au Japon. Et 6 mois de stage en entreprise. Quand je suis venue te voir au Japon, t'avais pas encore fait ton stage, je crois, ou tu l'avais déjà fait ? Tu vas être étudiant peut-être encore. Je sais plus. Et ce n'est qu'après que tu as fait ton stage aux éditions Choukrim. Alors j'ai fait mon stage au sein de l'entreprise Choukrim, qui n'est pas vraiment une maison d'édition, c'est une société éditoriale. Et ça veut dire que c'était un peu le même statut que Akata avait à l'époque, parce que Akata n'était pas une maison d'édition, mais Akata en fait était une prestataire de service pour les éditions Delcourt, pour être directeur de collection en externe, et c'était exactement la même situation. Ça veut dire que Choukrim était directeur de collection pour les éditions Shodensha. Et c'est eux qui faisaient le magazine Filiang. Filiang qui publie des auteurs comme Mario Kazaki avec Complément affectif, ou Yumi Unita, Un drôle de père. Et donc j'ai travaillé là-bas en tant que stagiaire. Je faisais des petits travails de petites mains, mais c'était super intéressant. Tous les mois, on recevait le magazine et on recevait encore les enquêtes papier. Et en fait, on ouvrait toutes les enquêtes papier avec les autres stagiaires et on faisait les sondages des œuvres de popularité. Bon, on sortait les poubelles et des trucs comme ça, mais en fait, c'était intéressant parce que j'ai vraiment vu comment ils faisaient... loin des clichés qu'on peut avoir un magazine. Après, c'était un magazine très particulier, Filiang, parce que c'était un magazine où sauf le mari de la gérante, c'était que des femmes. Et c'est assez rare au Japon, quand même. C'était que des éditrices. C'est un magazine très important. Mais ça m'a permis de voir les Japonais de professionnalisme exacerbé, où il faut que le livre il soit parfait
par respect autant pour les auteurs que pour les lecteurs en fait. Et j'ai beaucoup appris de ça, de ce besoin viscéral que le livre il soit respectueux pour les gens quoi. Et ça m'a vraiment imprégné, je pense, dans ma manière de travailler aujourd'hui. Du manga au Japon, et aussi tu parles super bien japonais, t'écris tes mails en japonais et tout ça, tu peux directement dialoguer avec les japonais professionnellement parlant. Et du coup, donc, fort de tout ça, tu reviens en France. Je reviens en France, quand mon visa il s'achève, en fait j'avais 2 possibilités, quoi. Soit je rentrais en France et je travaillais dans un milieu qui me plaisait, donc le manga. Là, j'étais en freelance à l'époque pour le site web, donc c'était pas un travail en CDI. C'était pas ce genre de choses quoi. Et du coup tu te poses des questions en tant qu'avenir professionnel, et là mon visa s'achève, mon visa d'étudiant en fait. Bon, ça coûte cher pour mes parents que je sois étudiant au Japon, merci à eux parce que sans eux j'aurais rien pu faire. Et à un moment il faut sortir de la vie de jeune adulte ado on va dire, et là mon visa s'achève et je fais un mail en fait à Akata et je dis soit je rentre en France et vous m'embauchez, ou alors je cherche du boulot au Japon. Et du coup il me dit non rentre en France, on t'embauche et voilà. Du coup, t'étais un des rares employés officiels à Akata. C'était un moment de l'entreprise où il fallait vraiment des gens sur place pour mettre une dynamique de groupe. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je suis rentré en France aussi. C'était pour être sur place, quoi. Et du coup, voilà, il y avait moi. Et du coup, c'est les années Akata-Delcourt. Akata avec Delcourt. Et puis, un jour, en 2011, tu m'envoies un mail un peu énigmatique qui dit « T'as raison de faire les choses à une échelle plus humaine. Le monde va n'importe comment. » Et à ce moment-là, je me dis « Oh, il va pas bien, mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Non, mais en fait, j'allais bien. Enfin, après, en tant qu'individu, on se pose toujours des questions sur la vie, on observe. Et puis en plus, on travaille dans l'édition. Et Akata, on a une ligne éditoriale depuis toujours. On regarde le monde, on regarde l'être humain, on regarde la société, comment elle évolue. Ouais. Et c'est vrai que même dans l'aspect business, il y a des choses compliquées et qu'on aime bien le manga en tant que lecteur. Et après, tu découvres l'envers du décor. C'est pas toujours tout rose, il y a des histoires d'argent. Le milieu professionnel n'est pas un milieu de loisirs, il y a des réalités économiques. Des fois, tu es un peu fatigué de certains aspects. Ouais. Que moi, je voyais aussi comment tu évoluais. Je trouvais ça super, je trouvais ça génial. En fait, non, mais l'aspect de pouvoir travailler libre, en fait, d'être libre et libre d'être soi-même, de faire ce qu'on aime. Moi, je faisais ce que j'aimais aussi, mais dans un cadre qui était parfois un peu pesant. Et c'était génial. Et c'est une prise de risque. C'est une prise de risque dans la vie de, entre guillemets, dire je vais faire vraiment ce que j'aime, même si c'est difficile, même s'il y a derrière des contraintes financières. Je sais pas où je vais, mais c'est ça la vie, en fait. La vie, elle est pleine de surprises. Et on se donne les moyens de faire ce qu'on a envie. Mais je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial. De briser la coquille. De briser la coquille, comme dans Utena. Et donc vient une grosse période où moi je suis tout le temps au Japon, voilà, 2012-2016, et je suis un petit peu de loin ce qui se passe en France, mais je vois pas trop les choses arriver. Puis tout d'un coup j'apprends que Akata a pris son indépendance. Ouais, en fait on a arrêté de travailler avec les éditions Delcourt, donc parce qu'on était en contrat de direction de collection 2 entreprises, quoi. Et puis à la fin du 2e contrat, il a été décidé de pas renouveler le contrat. Les envies des deux entreprises, donc les éditions Delcourt et Akata, étaient plus les mêmes, quoi, éditorialement, dans la manière de travailler. On n'avait plus les mêmes aspirations, et donc plutôt que de s'enchaîner, il a été décidé de se séparer. Donc là, ça a été un peu l'aventure, parce que se relancer dans un marché qui était ultra concurrentiel, on savait pas si le marché allait continuer, comment pouvait absorber des nouveaux acteurs ou pas. Et à ce moment-là, est-ce que t'étais plus dans l'adrénaline de ouais c'est génial, on retrouve la liberté, ou alors c'était plutôt l'angoisse de mince, est-ce qu'on va réussir à survivre? C'était un peu les deux, et puis humainement pour moi, il y a plein de gens que j'appréciais quand même chez les éditions Delcourt. C'était dire au revoir à des gens avec qui j'ai travaillé pendant des années, et puis j'ai mis beaucoup d'investissement et d'amour dans tous les titres qu'on a apportés aux éditions Delcourt. Ah ouais. Je me suis toujours investi dessus, et c'était dire au revoir. Il y avait plein de bouquins signés sur lesquels on n'allait pas travailler. Ouais. Des bouquins qu'on avait choisis nous, qu'on avait défendus, et que j'allais plus m'investir dedans, donc c'est un peu dire adieu. Ça c'était déchirant. Ouais, c'était dur. Comme j'avais travaillé au Japon, je sais qu'il y avait des éditeurs qui me faisaient confiance. Par exemple, l'éditrice de Un drôle de père, des gens comme ça, il y avait beaucoup de confiance, c'était dur, et puis c'est l'avenir, il est incertain aussi. Mais la vie, elle est comme ça, l'avenir, on sait jamais où on va, et il faut savoir rebondir.
Donc, il y avait un mélange de sentiments entre la tristesse, l'excitation et la peur. L'avantage qu'on avait quand on travaillait en tant que directeur de collection, c'est qu'il y avait plein d'aspects du travail qu'on gérait pas, les aspects un peu fastidieux de gestion des stocks, de relations imprimeurs, tous ces trucs-là qui peuvent être très techniques et un peu... La logistique, les délais de livraison, les stocks de papier... plein d'aspects et qu'il a fallu... tout ça, moi, je connaissais pas, en fait. Et encore une fois, j'ai tout appris sur le tas, quoi. Ouais. Comme d'habitude, mais j'ai toujours appris tout sur le tas. Donc, bon, après, je pense que ma formation de scientifique, ça veut dire que maths, physique, chimie, tout ça, ça m'a donné une certaine rigueur. Ouais, une rigueur, un pragmatisme. Et en plus, comme j'ai fait mes études mon DESS de management, j'avais aussi des notions de gestion de projet, de compta aussi. J'ai fait un peu de compta. Donc, actif, passif, tous ces trucs-là. Ouais. Et en fait, en piochant un peu dans tout ça et aussi dans mon expérience associative, en fait, en créant le fanzine, c'est tout ça qui permet d'apprendre de soi-même, hein. L'auto-apprentissage. Ouais. Du coup, en quelque sorte, en termes de compétences, t'as vraiment acquis un gros panel pour pouvoir faire un petit peu tout, quoi. Et là, dans l'entreprise, on est 3 aujourd'hui, on est tous multitâches, quoi. C'est parce que n'y a pas le choix. Hein. On a du mal à croire qu'ils sont que 3 à porter ça, alors que Kata est un acteur majeur du secteur du manga en France. Et en plus, ma nièce Jatsta, par exemple, je lui ai présenté les mangas à Kata en lui disant c'est très particulier à Kata, il y a une ligne éditoriale forte, c'est des shoujo qui sont différents, qui sont plus profonds. Et maintenant, ma nièce, quand elle prête ses mangas à ses copines, elle dit à Kata, c'est des shoujo qui ont une profondeur et tout, hein. Ouais, après on fait ce qu'on aime. Moi j'aime bien Après on fait pas que des shoujo, hein, attention. Il paraît que en fait on fait pas exprès d'être différent pour être différent. C'est juste en publiant ce qu'on aime et en étant nous-mêmes que le résultat il est comme ça. Si je comprends pas et si j'apprécie pas, je sais pas travailler dessus. Parce que quand il faut vérifier la traduction, réfléchir au titre français, à la maquette de couverture... Enfin, toute cette dynamique, trouver les accroches promo, trouver comment le présenter à nos commerciaux qui vont le vendre aux libraires et tout. Il faut que j'ai les arguments et tout. Et si même moi, je rentre pas dans le livre ou dans la série, dans le manga, enfin, je sais pas comment le présenter en fait. Sinon, ça sonnera faux. En gros, c'est pas tellement dirigé par ça va être un best-seller. C'est plutôt, tu trouves qu'il y a quelque chose à apporter. Même à la société française, quoi. À la société française et aux lecteurs. On a fait beaucoup de livres qui parlent d'exclusion et d'écologie aussi. Oui. Mais si on parle d'exclusion, on a fait avec la dame, Perfect World, Le mari de mon frère, même Les Nuits d'Axéir. Et on parle de regarder les autres cultures, de regarder l'être humain. À l'écologie, on a fait Des Illycéens de Fukushima, Ma vie dans les bois, Couleur nucléaire, Les pommes miracles. Oui, ça j'adore. C'est bien les pommes miracles. Ouais. Parce qu'en fait, dans des sociétés contemporaines comme le Japon et la France, même si c'est des cultures différentes, et il y a plein de choses qui sont différentes, mais la force du manga, c'est qu'il regarde tout frontalement. C'est un vrai vivier éditorial, c'est toujours en émulation, et du coup, dès qu'il se passe des choses dans le monde, ça réagit dans le manga. C'est super excitant. C'est clair. Alors moi, j'avais envie de montrer quelques shoujo Akata, dernières sorties Akata, qui sont des vrais coups de cœur. Plus jeunes que moi, Don't Worry Be Happy d'ailleurs, qui sont tous deux des mangas feel good, n'est-ce pas ? Ça, c'est ton concept. Ouais, alors le shoujo feel good, c'est vrai que justement, on fait que des trucs très un peu difficiles ou un peu qui réfléchissent sur la société. Et en fait, j'adore les shoujo mangas. Et vraiment, je suis un grand lecteur de shoujo manga. Des fois, je trouvais des œuvres que j'adorais, qui étaient super mignonnes et qui me mettaient de bonne humeur. En fait, quand je lis ça, je suis dans mon lit et je me dandine. Et puis, enfin voilà. Et du coup, c'était un peu me dire, on peut pas avoir que des sujets lourds. Et même nous, en tant qu'éditeurs, on travaille avec Laura, notre correctrice. On est toujours à lire des ouvrages super durs émotionnellement, psychiquement, et les lire 3, 4, 5 fois pour les corriger. Il y a des fois des scènes dures, t'es là, faut encore que je relise ce passage. Enfin voilà, c'est dur. Et du coup, on a besoin d'un peu de bouffée d'air frais. Et du coup, moi, je voulais, avec des shoujo manga plus légers, mais véhiculer quand même des messages ultra sains avec des personnages positifs qui se respectent, qui apprennent à se parler. Excellente idée, voilà. Moi j'approuve à 100%. Et du coup, pour finir, acheter des mangas Akata, c'est bien. Et merci d'être toujours mon ami depuis merci longtemps. À toi aussi. Ça fait plus de 20 ans. Tu sais, quand on y pense... Ça fait plus de 20 ans. Bah oui, je crois que ça fait pile 20 ans, là. Ah ouais. En fait, bon anniversaire. Bon, mais c'est chouette. Bah ouais, carrément. Ouais,
pour se suivre pendant des années, comme ça, c'est une amitié exceptionnelle. Et puis, moi, j'aime toujours ce que tu fais. Moi, j'ai toujours plein de passion dans ce que tu crées et tout. Et... ça a été toujours notre point commun, je pense, de faire ce qu'on avait envie de faire avec investissement et humain. Et étant tout le temps à fond et en y croyant à fond. Nozomi, on y croit fort. Ah, c'est vrai, c'était le slogan de l'époque. C'est vrai, j'avais oublié. Et du coup, est-ce que tu as un dernier mot à dire à mes abonnés? Donc, continuez à suivre Rosalis parce que c'est cool ce qu'elle fait. Et sinon, vous pourrez venir voir la vidéo qu'on va faire sur notre chaîne YouTube, parce qu'on a une chaîne YouTube et on a une rubrique qui s'appelle l'Instant Shoujo où on parle de shoujo manga parce qu'on adore le shoujo manga. Et du coup, on va faire une interview de Rosalis pour parler shoujo manga. Yes! Alors rendez-vous sur la chaîne d'Akata et bien sûr abonnez-vous-y. Bye bye! Enregistre déjà là? Ah oui, d'accord, ça enregistre. Bon, alors t'as bien retenu ce qu'on dit. Parcours d'éditeur. Parcours d'éditeur au moment où je dis ton. Le parcours d'un ami éditeur. Non, je dis de mon ami éditeur. Ah oui, c'est mais si, c'est après. J'étais pas prêt. Et dire au revoir à tout ça, c'est un peu comme... On entend le riz qui a fini de cuire. Sur le cuisinier japonais, ça fait de la musique. On attend que ça finisse. Voilà, le riz a fini d'être cuit. Et du coup, un petit peu pour finir, achetez des shoujo Akata. Oh, pas que des shoujo. À 3, on dit bye bye. 1, 2, 3. Bye bye. Bye bye. Attends, on était désynchronisés. Ah, tu le fais longtemps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu fais bye bye comme ça. Moi, je fais bye bye. Mais non, mais en fait, moi, je fais pas comme ça, mais comme je sais que tu fais. Mais oui.